Bonjour à tous, vous êtes sur Scandalytic FM, l'émission audio du site Scandalytic, et aujourd'hui c'est l'affaire Big Malion qui est au centre de ce podcast. Je suis accompagné de Yanis Danginou et Arthur Bucaille qui vont nous aider à mieux comprendre ce scandale qui a secoué la 5ème République. Cette affaire qui date de 2012 et où le dernier rebondissement date d'il y a moins d'un an a remis en cause l'entièreté du système financier lié aux élections. Il est sûrement l'un des scandales, si ce n'est le scandale le plus important du mandat Sarkozy. Mais avant de parler directement du scandale, est-ce que Arthur tu pourrais nous expliquer pourquoi cette affaire s'appelle Big Malion, d'où vient ce nom? Alors, l'affaire Big Malion, elle porte ce nom parce qu'à la base, Big Malion, c'est une agence de communication qui a énormément aidé Nicolas Sarkozy pendant sa campagne présidentielle de 2012. Mais avant de rentrer un peu plus dans les détails de l'entreprise, je vais revenir sur ce qu'est vraiment cette affaire et d'où elle part et pourquoi en fait on en parle encore aujourd'hui. Donc l'affaire Big Malion, aussi appelée l'affaire des comptes de campagne de 2012 ou l'affaire Jean-François Copé, l'affaire Copé, c'est une affaire politico-financière française. L'UMP, un parti politique de centre droit, aurait tenté via un système de fausses factures avec l'agence Big Malion de masquer les dépassements de frais de campagne de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2012. Cette affaire, elle débute le 27 février 2014 lorsque l'hebdomadaire Le Point accuse Jean-François Copé, d'où le nom de Affaire Copé au départ. Ce dernier étant alors président de l'UMP, on l'accuse d'avoir favorisé l'agence Big Malion pendant la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais déjà, je vais revenir sur ce que j'ai un peu dit, mais c'est quoi l'agence Big Malion? Donc c'est une agence de communication qui a été créée en 2008 par deux hommes, Bastien Millot et Guy Alves, et cette agence, elle possède différentes filiales ainsi qu'un capital s'élevant à l'époque à 500 000 euros. Mais ça, c'est que des chiffres. Ce qui va vraiment nous intéresser et ce dont on va vraiment parler, c'est plutôt les deux PTG cités plus tôt. On a tout d'abord Bastien Millot, qui donc, avant d'être PDG de cette agence, c'était un avocat au barreau de Marseille, puis un adjoint au maire UMP de Beauvais, ainsi qu'un conseiller régional de Picardie. Mais c'est en 1997, 2 ans après l'élection de Jean-François Copé à la mairie de Meaux, qu'il devient son assistant parlementaire. Donc là, on comprend très vite que ces deux hommes, ils se connaissaient bien avant tout ce qui s'est passé en 2012. Et justement, pendant cette fameuse année, Jean-François Copé, il va faire appel à Bastien Millot et sa société Big Malion pour s'occuper de la communication autour de la campagne de l'ancien chef de l'État. D'accord, donc les liens Ah, entre Big Malion et l'UMP ne sont pas nouveaux. c'est ça exactement, il date pas d'hier et en fait on comprend bien que les deux hommes que sont Bastien Millot et Jean-François Copé se connaissaient il y a quasiment 20 ans en arrière, ce qui fait que forcément il y avait quelque chose qui devait se faire. Après, pour ce qui est de l'autre PDG, donc, dont on n'a pas beaucoup parlé, Guy Alves, bah en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, parce que dans cette histoire, il n'est pas plus que l'associé et le co-PDG de Big Malion. Mais maintenant qu'on a un peu introduit ce qu'était cette agence et finalement les grands noms qui gravitent autour de celle-ci, on va se plonger un peu plus profondément dans ce qui fait vraiment le cœur de l'affaire Big Malion et pourquoi le Point a décidé d'en parler en 2014. Au-delà donc d'avoir favorisé l'agence Big Malion pour communiquer autour de la campagne de Nicolas Sarkozy, ce qui pose problème, c'est le financement de cette dite campagne. D'accord. Est-ce que maintenant, Yanis, tu pourrais plus développer, nous expliquer plus clairement en quoi consiste cette affaire? Alors, cette affaire fut un scandale, puisque, en parlant de faux financement, il y a eu des fausses facturations. En effet, l'UMP a déboursé des fortunes au moins 18 millions d'euros à Big Malion pour l'organisation d'événements qui n'ont même pas eu lieu comme présentés sur les dites facturations. D'accord, La donc en fait justice a l'UMP, conclu l'UMP a payé à travers Big Malion il y a eu des échanges financiers avec des fausses factures pour dépasser les comptes de campagne. exactement. Alors, Coupé, qui a même été accusé d'enrichissement personnel, a fini blanchi. Jérôme Lavrieux, qui est un proche de Nicolas Sarkozy, expliquera même qu'en 2014 que le coût des réunions était devenu hors de contrôle en évoquant un engrenage irrésistible d'un train qui fit la grande vitesse et où les personnes qui devaient tirer sur le signal d'alarme ne l'ont pas fait. On voit donc qu'il y a eu un problème puisque les dépenses ont explosé. Après quelques mois, l'enquête a révélé que les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy débordaient donc. Son équipe de campagne aurait donc proposé à Big Malion de maquiller certaines facturations afin qu'une partie des meetings soit payée par l'UMP et non par l'association pour le financement des campagnes du président sortant.
Une manœuvre donc illégale visant à ce que le dépassement du plafond des comptes de campagne soit fixé à 22,5 millions, soit invisible. Maître Maisonneuve, l'avocat de Big Malion, a assuré que le montant des fausses facturations approchait les 10 millions d'euros, ce qui a été facturé sous le libellé convention, alors qu'il s'agissait des meetings du dit président de la République, ce qui a été déclaré en mai 2014. Il est estimé aujourd'hui que l'UMP a réglé 18,5 millions d'euros en fausses factures pour des événements qui n'ont même pas eu lieu. D'accord, donc presque le double de la somme maximum de comptes de campagne en fausse facture. Littéralement. Alors, l'explosion médiatique de cette affaire, elle prend ses racines à partir du 15e meeting de Nicolas Sarkozy, avec une note que Pierre Godet, qui est l'expert comptable à l'UMP, va transmettre à Guillaume Lambert, qui est le directeur de campagne, où il va le prévenir où il le prévient que d'éventuels dépassements de frais arriveront inéluctablement si il ne limitait pas drastiquement les frais. À la suite de cette note, Guillaume Lambert, donc le directeur de campagne, ne va pas vraiment y prêter attention et Pierre Godet va adresser du coup une deuxième note, mais cette fois-ci à Nicolas Sarkozy pour le prévenir clairement qu'ils allaient être dans le rouge, d'autant plus qu'ils organisaient près de 8 meetings par mois et que cette situation ne pouvait continuer sans dépasser les 20 millions de frais maximum. Par la suite, on apprendra via un reportage de Fabrice Lhomme et Gérard Davet, qui sont deux grands reporters au monde, que Franck Attal, qui travaille à Big Malion dans le secteur de l'événementiel, euh, était l'interface avec l'UMP à travers Jérôme Lavrieux. Et Jérôme Lavrieux, c'est le directeur adjoint de la campagne qui va révéler l'affaire sur BFM TV, où il va d'ailleurs fondre en larmes pendant ces révélations, euh, et où en fait, à travers les déclarations de Franck Attal, on apprend qu'il communiquait notamment via une clé USB. Et dans cette clé USB qui est désormais dans les mains de la justice, on retrouvait un dossier avec trois colonnes, une avec les montants facturés, une avec les montants minorés, et une dernière qui était la différence qui sera prise en charge par l'UMP. Et donc dans cette dernière colonne, on voit qu'au final on atteint 18 millions d'euros, soit près du double des frais maximum de campagne. Donc en fait on est sur près de 18 millions de fausses factures qui devaient être payées et qui ont notamment été payées par l'UMP. Maintenant que l'on a mieux compris l'origine et le déroulé de ce scandale, est-ce que Arthur, tu pourrais nous dire ce qui s'est passé à la suite des déclarations de Jérôme Lavrieux sur BFM TV? Finalement, différentes personnes ont été condamnées. On peut notamment parler de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy qui, à la suite du procès qui s'est terminé le 30 septembre 2021, donc c'est quand même tout récent, a écopé d'1 an de prison ferme pour financement illégal de campagne. Évidemment, il a fait appel de cette décision et sa sanction devrait se transformer en juste 1 an de bracelet électronique à domicile. Pour les deux anciens PDG de Big Malion, ils ont tous deux écopé d'une peine différente. Pour Bastien Miot, qui n'a cessé de nier l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, le juge a décidé qu'il était condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour complicité d'usage de faux. À la suite, après appel, il a été relaxé pour ces faits, mais il a été aussi accusé de complicité d'escroquerie et de complicité de financement illégal de campagne électorale. Guy Alves, quant à lui, l'autre PDG de Big Malion, a reconnu les faits. En fait, lui, il a expliqué qu'il savait très bien que ce qu'il faisait à l'époque était illégal, mais il disait aussi qu'il n'a pas eu le choix en fait de faire ça parce que ce qu'il voulait c'était sauver ses collaborateurs, ses associés et ses employés pour pouvoir leur verser tous les mois un salaire. D'accord, donc un peu comme Jérôme Lavrieux qui a expliqué le scandale sur BFM TV, qui voulait aussi entre guillemets se sauver car il était impliqué dans l'affaire. Exactement, les deux se rejoignent. Mais Guy Alves, il va encore plus loin en fait que Jérôme Lavrier parce que lui, il était contre son associé et il expliquait déjà à l'époque que ce dernier, lui, avait conscience du caractère illégal de ses actions. Donc en fait, on se retrouve avec un Bastien Miot qui dit qu'il ne savait rien du tout, alors que son associé Guy Alves lui explique que si, il savait très bien que ce qu'il faisait était légal. Donc en fait, ce qui est assez unique dans cette affaire, c'est que tout le monde se renvoie un peu la balle et qu'en fait, si on les écoute bien, personne n'est coupable et personne ne savait que ce qui se passait, c'était illégal. Mais malgré ses aveux, Guy Alves il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis, pour complicité de faux, d'usage de faux, d'escroquerie, ainsi que de financement illégal de campagne électorale. Et Jean-François Copé, dans toute cette histoire, donc on rappelle quand même que Jean-François Copé, c'est de lui que part un peu toute cette histoire, hein,
Le Point qui expliquait que c'était lui le grand coupable, le grand méchant. Malgré le fait qu'on l'ait beaucoup cité, il n'a jamais été condamné, il n'a jamais comparu devant la justice, et en fait Jean-François Copé s'en sort avec rien, il n'a pas été condamné, il n'a rien à payer. Donc ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, c'est que même les juges ne savaient pas vraiment qui était le grand coupable de cette histoire. Maintenant, on peut se demander finalement ce qu'est devenu la société Big Malion. Bah, cette dernière, elle n'existe plus en fait, après avoir été placée sous liquidation judiciaire en juillet 2014. Cette dernière a préféré mettre la clé sous la porte. Pour ce qui est des grands noms de cette affaire, on a d'un côté Nicolas Sarkozy qui s'est retiré de la vie politique. De temps en temps, on le voit aller à l'Élysée pour débattre avec Macron et François Hollande sur certains sujets, notamment la guerre en Ukraine. Mais sinon, il s'est pas présenté à la dernière élection présidentielle, enfin à celle de cette année, et il ne s'exprime plus beaucoup en fait sur les grands sujets politiques de la France. Et après, pour ce qui est des deux anciens PDG, ils n'ont jamais vraiment réussi à rebondir. On a Bastien Millot qui est devenu un associé minoritaire d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris en 2014. Et on a Guy Alves qui, lui, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. On sait juste qu'il essaye encore de rembourser ses dettes vis-à-vis de la société Big Malion. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et malheureusement, des affaires politico-financières comme celle-ci durant une campagne électorale, il y en a eu d'autres. On a notamment le Penelope Gate ou l'affaire Fillon dont on a déjà parlé sur notre chaîne YouTube, qui grossièrement a fait passer François Fillon de candidat favori pour le poste de président de la République à simple troisième de l'élection présidentielle de 2017. Alors maintenant, il faut juste espérer qu'aucune affaire ne surgisse, en tout cas pas d'affaires de cette ampleur, ne surgisse durant l'élection de 2022, pour que les Français puissent de nouveau avoir confiance en leur politique et en les partis politiques français. D'accord, une situation qu'on espère, mais qui n'a pas l'air d'être près d'arriver au vu de la récente polémique de l'affaire McKinsey. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau podcast. C'était l'équipe de Scandalytique. À bientôt.